philosophe danois Kierkegaard, parce que je voudrais montrer comment les concepts de ce philosophe danois du 19e siècle permettent de mieux appréhender et d'enrichir la pratique philosophique, qui est, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, qui a une dimension existentielle importante, c'est-à-dire qu'elle engage la personne, elle engage la subjectivité. Donc je vais faire un petit peu comme j'avais fait pour mon livre Philosopher pour se retrouver. Je vais montrer les rapports entre la philosophie classique et les grands auteurs et la démarche de la pratique philosophique. Il y a évidemment des choix dans notre existence qui sont plus difficiles que d'autres. Mais en général, le choix n'est pas facile. Nous n'aimons pas choisir. Vous avez remarqué? Pourquoi? Premièrement, ça n'est pas facile de choisir, car choisir c'est renoncer. Et nous n'aimons pas renoncer. Nous voudrions ne rien manquer. Deuxièmement, choisir n'est pas facile parce qu'on peut craindre par anticipation. On sait que tout à l'heure, on va se demander si on a fait le bon choix pour notre plat. Ensuite, il y a des choix qui nous engagent davantage dans la vie, mais on sait qu'un jour, on va se demander « Est-ce que j'ai eu raison d'épouser cette personne? Est-ce que j'ai eu raison de m'engager dans ces études et de faire ce métier? Et que se serait-il passé si j'avais choisi autrement ?» Troisièmement, le choix implique donc une part d'incertitude, de risque. Si je sais avec certitude qu'une voie est la bonne, alors je ne choisis pas. Plus il y a d'incertitude, plus le choix prend du sens. Quatrièmement, le choix est difficile parce qu'il est déterminant, il nous engage. Une fois qu'on est parti dans un choix, il est très difficile, voire pas possible, de faire marche arrière. De toute façon, il sera impossible de revenir sur le passé. Nous ne pourrons pas gommer le fait qu'un jour nous avons pris telle voie. Alors nous allons voir le concept de choix dans la philosophie de Kierkegaard. On voit que c'est un concept important chez lui puisqu'il intitule d'ailleurs l'un de ses livres « Ou bien, ou bien ». Pour Kierkegaard, avant même de nous interroger sur les choix importants de notre vie, comme par exemple nous marier ou ne pas nous marier, nous engager dans telle ou telle profession, dans telle ou telle étude, il existe une question plus fondamentale, un choix plus fondamental encore. Le choix entre deux options. 1. Celle de choisir de ne pas choisir, et 2. Celle de choisir de choisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est tout à fait possible de choisir de ne pas choisir. Vous connaissez peut-être cette petite fille ou ce petit garçon qui a toujours fait ce qu'on lui disait de faire pour être gentil, pour être aimé, pour être accepté. Mais de petit mensonge en petit mensonge, il a fini par ne plus savoir ce qu'il voulait choisir lui-même et par ne plus savoir qui il est lui-même. Celui qui choisit de choisir assume au contraire. Oui, il est cette personne qui manque de confiance en elle, il accepte de l'observer, il est cette personne violente. Là aussi, il accepte de le constater, sans chercher perpétuellement des excuses et des explications. C'est la condition, accepter ce que l'on est, pour pouvoir éventuellement changer. Au contraire, celui qui se contente de subir ne peut rien changer à sa situation. La différence, donc, entre ces deux façons de choisir, c'est le fait d'assumer. D'un côté, on assume ce que l'on fait. C'est bien moi l'auteur de ces choix, ou il faudrait plutôt dire c'est bien moi l'acteur de ces choix, car nous ne sommes pas auteurs. Un auteur décide de la situation, décide des personnages. Nous sommes de modestes acteurs, nous n'avons pas décidé de la situation. Nous sommes nés dans tel pays, à telle époque, sans avoir aucun pouvoir sur ce choix. Mais nous pouvons être acteurs, nous avons une petite marge de liberté dans l'interprétation du rôle qui nous incombe. Nous pouvons le jouer du mieux que nous pouvons, sans être une simple marionnette tirée par des ficelles. Alors, agir ou bien subir? pour bien comprendre ce choix, on peut s'appuyer sur le stade esthétique et le stade éthique que définit Kierkegaard.
il imagine deux figures incarnées par deux personnages, deux conceptions du monde, deux choix que l'on peut faire. D'un côté, celui qui a une conception esthétique de l'existence, et de l'autre, celui qui en a une conception éthique. Celui qui a une conception esthétique suit son plaisir. Il refuse de s'engager dans un projet, d'assumer des responsabilités. C'est celui qui fait le choix de ne pas choisir. C'est donc celui qui ne choisit pas vraiment. Il se moque d'ailleurs de ceux qui ont la faiblesse de choisir, de croire en un projet quelconque et de le suivre jusqu'au bout. Il les juge naïfs. C'est un séducteur. Il ne s'engage pas réellement dans une relation amoureuse. Il regarde la vie avec une certaine distance. Il vit dans l'immédiateté de ce qu'il ressent à tel ou tel moment, sans jamais rien construire. Il y a quelque chose de désespéré dans son existence, car il ne s'y engage pas vraiment. De l'autre côté, celui qui a une conception éthique de l'existence s'engage dans des choix qu'il prend au sérieux et qu'il maintient. Il est vrai que le sérieux n'est pas très populaire, mais pensons au sérieux que peut mettre un enfant à bien faire les choses. Vous souvenez-vous, vous, quand vous étiez enfant, le sérieux avec lequel vous pouviez vous engager dans un jeu, y mettre toute votre âme? Eh bien, c'est avec ce sérieux-là que s'engage l'homme éthique dans son existence. Ce qui compte, ce n'est donc pas tellement l'objet du choix que nous faisons, mais la façon de choisir avec sérieux. Cette façon de choisir implique une construction de la personnalité, et cela n'a rien d'immédiat, contrairement à ce qui se passe pour l'homme esthétique. Le choix lui-même est décisif pour le contenu de la personnalité, écrit Kierkegaard. Par le choix, elle s'enfonce dans ce qui a été choisi, et si elle ne choisit pas, elle dépérit. On peut donc choisir l'une ou l'autre de ces deux postures existentielles, l'esthétique ou l'éthique. Kierkegaard, d'ailleurs, ne donne aucun conseil définitif à ce propos. Simplement, l'esthète décide de jouir des plaisirs de l'existence avec une sorte de désespoir car il n'est pas pleinement dans la vie, et il la subit plus qu'autre chose. L'homme éthique, lui, est pleinement dans la vie, mais il porte une responsabilité. Quel rapport alors avec la pratique philosophique? Cette dernière invite plutôt à la deuxième posture, celle de l'homme éthique, même si elle peut inviter aussi à une contemplation qui est propre à l'esthète. Dans les ateliers, on travaille la capacité à choisir en invitant les participants à se positionner. Sont-ils d'accord ou pas avec un argument? Pensent-ils que oui ou pensent-ils que non? Depuis que j'anime des ateliers, je me rends compte qu'il est très difficile de se positionner, de donner un point de vue tranché. En général, les participants disent d'ailleurs que les choses sont plus nuancées. Bien sûr qu'elles sont plus nuancées, mais la nuance sert souvent d'alibi à une certaine confusion et justement à une difficulté à s'engager. Se positionner clairement n'exclut nullement les nuances, au contraire, cela permet de les examiner et de les déployer avec patience dans toute leur clarté. On comprend alors le lien entre le travail sur les compétences et le travail sur les attitudes dans la pratique philosophique. En travaillant sur les compétences, les participants apprennent à se positionner, à être clairs dans leur argumentation ou dans leurs objections. Et petit à petit, ils apprennent aussi à se positionner et à être plus clairs dans leur façon de s'engager dans leur existence.